Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un livre au titre qui frappe. Sucre, l'ennemi public numéro un. L'auteur, c'est Réginald Allouche. Oui, un médecin et ingénieur biomédical. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il bosse sur le métabolisme du glucose depuis longtemps. Ah oui, Carrément. Il a même développé un système d'IA pour les diabétiques diabète dans les années 80. Donc le sujet, il le connaît bien. d'accord. Et donc, l'objectif ici, c'est de voir un peu ces arguments clés sur ce sucre ajouté qu'on trouve partout, les effets sur la santé. Et surtout les pistes qu'il propose pour que chacun reprenne un peu la main. Parce que selon lui, au niveau collectif, réglementaire, ça pêche un peu. C'est un peu l'idée de son livre, pas juste un cri d'alarme, mais un guide. C'est ça. Face à l'inertie, il dit prenez votre santé en main. Alors, son premier point, si j'ai bien compris, c'est que ce sucre ajouté, il est caché partout. Exactement. C'est ça qui est frappant. Bien sûr, il y a les sodas, les bonbons, ça on sait. Mais il insiste sur les plats préparés, les sauces, même la charcuterie. La charcuterie, ah ouais quand même. Ben oui. Et il fait une distinction hyper importante. Il y a le glucose, ok, notre corps en a besoin, c'est le carburant. Et puis il y a les sucres ajoutés, genre saccharose, sirop de glucose fructose. Ce qu'on rajoute industriellement. Voilà. Et là, il dit on manque cruellement d'études sur leur toxicité réelle. Il pointe du doigt l'influence de l'agroalimentaire, forcément. Et donc, comme la bataille collective est compliquée, Il propose la guerre individuelle. Par la connaissance. Connaître son propre corps, comment il réagit. parce que les conséquences, elles sont pas anodines, il parle beaucoup du diabète, j'imagine. Ah oui, alors là, diabète de type 2, bien sûr, mais aussi type 1 et même le LADA, une forme qui arrive plus tard, sans oublier le prédiabète. Ça touche combien de monde, ça? 1 milliard de personnes dans le monde, selon les estimations qu'il cite. C'est énorme. Et il explique bien le mécanisme, hein. On bombarde le pancréas de sucre. Il produit de l'insuline encore et encore, jusqu'à ce qu'il s'épuise ou que les cellules deviennent résistantes. Et le lien avec le poids, l'obésité, il le fait aussi très clairement, hein. Ça augmente en France, d'ailleurs. Oui, et il remet en question les recommandations classiques, les fameux 55% de glucides, la vieille distinction sucre lent rapide. Il trouve ça trop simpliste. Il critique aussi le décalage entre la pub et la prévention. Carrément. Le matraquage pour des produits sucrés face au message du Programme national nutrition santé, par exemple. Il n'y a pas photo, selon lui. Et il y a d'autres impacts moins connus, peut-être. Oui, la NASH, la stéatohépatite non alcoolique. C'est la maladie du foie gras, mais chez les humains. Ça se développe en silence et c'est directement lié à l'excès de sucre. D'accord. Et puis le vieillissement. Le sucre accélère le vieillissement par la glycation. En gros, nos protéines se caramélisent, un peu comme la réaction de Maillard en cuisine. Ça crée de l'inflammation chronique aussi. Mais pourquoi on aime tant ça, le sucre? Ah, bonne question. Il explique qu'on a une attirance innée. Le liquide amniotique, le lait maternel, c'est légèrement sucré. Le problème, c'est qu'on dérègle ce goût très tôt. Avec les produits industriels pour enfants, les récompenses. Exactement. Et ça peut activer le circuit de la récompense dans le cerveau, la dopamine, un peu comme une addiction, quoi. Et le sucre n'est pas seul coupable, il a des complices. Oui, l'alcool, bien sûr. La bière, il appelle ça du sucre liquide, sans détour. Et surtout les produits ultra transformés. Ah, le fameux pute. Voilà, là c'est le package complet. Additifs, graisses trans, perturbateurs endocriniens comme le BPA dans certains plastiques. Il déplore qu'on ne tienne pas assez compte de cet effet cocktail. Bon, le tableau est assez sombre, on va dire, mais il propose des solutions concrètes. C'est ça qui est intéressant. Il mise sur la technologie. Tout à fait. C'est vraiment un point central de son approche. Les capteurs de glucose en continu, les CGM. Ceux qu'utilisent les diabétiques. L'idée, c'est de voir en direct comment ton corps réagit à tel aliment. Voir sa propre courbe de glycémie après avoir mangé du pain ou un fruit versus un jus. C'est ça. Une fenêtre sur soi-même. Il propose même un test sur 14 jours pour expérimenter. Il note aussi l'importance de bien mâcher un détail, mais qui compte. Et à côté de ça, il y a d'autres choses à faire, j'imagine. Bouger. Ah, ça, c'est fondamental. Il cite la phrase choc. Sitting is the new smoking. La sédentarité, c'est un fléau. Les muscles, ce sont nos chaudières à calories. Il recommande combien d'activités? Au moins 150 minutes par semaine. Marche rapide, vélo, natation. Peu importe, mais régulièrement. Les bénéfices sont énormes. Prévention du diabète, dépression, certains cancers. Et dans l'assiette, du coup, le rééquilibrage. Logique. Moins de sucre ajouté, moins de féculents raffinés, et surtout, éviter les ultra transformés. Il insiste beaucoup sur les protéines. Pourquoi les protéines? Pour la satiété, ça aide à moins grignoter. Et pour maintenir la masse musculaire, surtout en vieillissant. Il parle même d'un truc, après 60 ans, la séquestration splanchnique. C'est-à-dire?
En gros, une partie des protéines irait nourrir les organes digestifs plutôt que les muscles. Donc faut en manger un peu plus ou mieux les répartir. Il parle aussi de chrononutrition, manger les bonnes choses au bon moment. Donc, pour résumer, le livre dresse un constat assez dur sur notre environnement alimentaire, Oui, saturé de sucre caché avec des conséquences lourdes. mais il ne nous laisse pas démunis. L'idée forte, c'est d'utiliser la technologie, comme ces capteurs, pour se connaître soi-même Exactement comprendre sa propre réponse au sucre. et agir en conséquence. Bouger plus, mieux choisir ce qu'on mange, c'est une approche très proactive en fait. C'est ça, une responsabilisation forte, puisque le collectif a du mal à bouger, selon lui, agissons individuellement, mais avec les bons outils, la bonne information. Et ça amène une dernière réflexion peut-être. Si on a maintenant ces outils technologiques pour mieux se connaître et prévenir activement, quelle part de responsabilité on a chacun d'investir là-dedans Oui, investir du temps, peut-être un peu d'argent, même si ce n'est pas remboursé. pour cette prévention? Quelle valeur on accorde finalement à prévenir avant d'être obligé de guérir? C'est une vraie question, je trouve.